Ça y est, les corrections sont terminées. Je crois qu'on y a passé 4 heures avec mon éditrice en visio. Et j'avais envie de vous faire un petit topo sur ces corrections. Parce qu'en fait, quand j'étais lectrice, je n'imaginais pas qu'on pouvait passer autant de temps à corriger un bouquin. Et je crois qu'en ce qui concerne mes livres, eh bien, ils sont corrigés en moyenne 7 fois par chapitre, si je fais le calcul. Ça veut dire que quand vous allez tenir Requiem pour un cri le 6 mai 2026, le gros placement de produit, eh bien, vous allez avoir un bouquin qui aura fait l'objet de toute notre attention. Et je vous explique pourquoi. En fait, quand j'écris, j'écris un chapitre à la fois et je relis à la fin de l'écriture de mon chapitre et je corrige. Donc ça nous fait une correction. Ensuite, j'envoie à mon comité de lecture et mes chers amis du comité de lecture vont à nouveau me faire des suggestions et donc ça nous fait 2 corrections. Donc je tiens compte évidemment de leurs remarques, on en est à 2 corrections. Ensuite, je renvoie mon livre à mon éditrice 1 an après et là en général il va y avoir 2 à 3 allers-retours entre nous sur l'ensemble du bouquin et donc nous en sommes facilement à 6 corrections. Et puis ensuite, mon éditrice envoie mon livre à la prépa copie, c'est-à-dire à une dame que j'imagine séquestrée au 6e sous-sol des locaux de Flammarion, une vestale des corrections qui ne voit pas la lumière du jour et qui se nourrit des fautes sanguinolentes qui se cachent dans les thrillers, dans les thrillers comme les miens. Et je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'envoie mon bouquin Priya, la fille du boucher, en prépa copie, pour vous donner un peu le niveau des corrections, j'écris une scène dans laquelle on retrouve un corps près d'un supermarché Vival qui se trouve près de la fac de médecine à Paris. Et je reçois la correction suivante. Dans un rayon de 20 km autour de la fac de médecine de Paris, il n'y a pas de Vival, il y a, je sais plus, un Monoprix, un Carrefour, un prix unique, donc modifiez Vival. On en est là. Ou par exemple, si vous écrivez qu'un événement a eu lieu le mercredi 27 mai 2012, eh bien, la correctrice va vous dire non. Le 27 mai 2012, c'était un lundi. Voilà, ce genre de choses. Bon, bref, tout ça pour vous dire que lorsque la prépa copie est terminée, je reçois le fameux BAT, le bon à tirer, et là, à nouveau, eh bien, nous devons harmoniser les corrections entre la correctrice séquestrée dans les sous-sols de Flammarion, mon éditrice qui vit au grand jour, et moi-même, pour savoir si oui ou non nous allons laisser telle virgule, si nous allons oui ou non laisser telle expression, etc., etc. Alors là, vous allez vous dire, non mais Marie, t'es une grosse nulle quand même, si il faut corriger ton bouquin 7 fois par chapitre avant qu'on l'ait dans nos mains, arrête d'écrire. Bon, du moins moi, c'est ce que je pensais au début. Mais voilà, non que je veuille me justifier, mais je vous répondrai, mes chers, que quand même, lorsque j'ai lu que Pierre Lemaître, pour Au revoir là-haut, avait réécrit son chapitre 1 41 fois, eh ben je me dis que j'ai encore de la marge. Avant de poursuivre, une petite précision. Dans mes vidéos, vous verrez que je filme pas mal de plans de plage, tout simplement parce que ça me fait du bien et que ça donne un peu de légèreté. Mais la Réunion ne se limite pas aux plages. Le cœur de l'île intense, vous le découvrirez bien assez vite. Alors, sans plus tarder, revenons à ces années de chroniqueuse, à ces années zerbinettes. Nous sommes en 2015 et une nouvelle vie d'aventure, de théâtre, de musique s'ouvre à moi et j'en profite pleinement, mais vous le savez sans doute, toutes les expériences, même les plus merveilleuses, comportent toujours leur lot de problèmes et d'aspérités. Alors, lorsque je suis chroniqueuse à la Zinda, eh bien, je vais vivre, certes, des frissons, faire des rencontres formidables, puisque il n'y a pas beaucoup de chroniqueuses culturelles sur l'île de la Réunion qui sont assez disponibles et qui, on ne va pas se mentir, travaillent gratuitement. Alors, j'insiste toujours là-dessus. Vous allez vous dire, elle est obsédée par le fric, cette fille. Mais non, mais je veux vraiment vous faire comprendre que les coulisses d'une vie d'autrice, c'est des années d'abnégation, c'est des années où on bosse gratuitement pour la gloire.
Et donc, comme je bosse gratuitement, on m'exploite, voyez-vous, et je suis consentante. Donc, je me retrouve à interviewer des artistes comme le chanteur Kali, par exemple, ou même Gaël Faye. J'ai le grand honneur de recevoir Gaël Faye, qui est d'une grande gentillesse au moment où il vient parler de son bouquin Petit Pays. J'ai aussi affaire à de grands intellectuels de la littérature comme Olivier Rollin, le spécialiste de la littérature russe, et je me coltine ces bouquins qui sont certes intéressants mais vraiment intellectuellement complexes. Donc vous voyez, je travaille énormément, je rencontre énormément de gens passionnants, certes, et tout à coup on se met à me donner un pouvoir que je n'ai pas et surtout dont je ne veux pas. Je m'explique. J'écris des chroniques et parfois je n'aime pas les spectacles que je vois et je l'écris. Je rencontre à cette époque mon acolyte, un certain Yann Manzon, dit Manzi, qui lui aussi travaille pour la Zinda, qui est un garçon éminemment sympathique, extrêmement cultivé, qui a vu tout ce qui est possible, tout ce qu'il est possible de voir dans le spectacle vivant. Et voilà que à nous deux, nous formons le duo gentil flic, méchant flic, pour aller chroniquer toute la vie culturelle de La Réunion. On ne se prend pas au sérieux, mais malheureusement, certains artistes nous prennent un peu trop au sérieux et je commence à recevoir des critiques. Alors d'abord des critiques de mes amis artistes qui me mettent en garde et qui me disent « Bon, Zerbinette, tu sais, tu n'es peut-être pas obligé de le dire quand tu n'aimes pas un spectacle, ça fait beaucoup de mal aux artistes, les gens ne viennent déjà pas assez au théâtre, est-ce que c'est la peine de dire que tu n'as pas aimé un spectacle ?» Et donc potentiellement de leur faire perdre des spectateurs, sans compter que finalement ça n'est pas très utile, ça fait du mal aux gens. Et avec le recul, je me rends compte quand même qu'on me culpabilise et on me rend responsable de quelque chose dont je ne suis pas responsable, c'est-à-dire la fréquentation des salles. Ça, c'est pas de mon ressort. Et très vite, je comprends un truc très important, c'est que écrire, c'est s'engager. Retenez bien ça. Écrire, c'est s'engager. Vous écrivez, vous assumez, vous rendez des comptes. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, et vous vous exposez. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, faites autre chose. Et à ce moment-là, je me dis, même si je suis lue par 150 Pékins à La Réunion, il y a une chose qu'on m'enlèvera pas, c'est le travail qu'il y a derrière quand j'écris une chronique et ma liberté de ton. Et j'estime que je suis fondée à donner un avis s'il est argumenté. Or, ce que les gens ignorent à l'époque, c'est que je bosse comme une malade sur ces chroniques. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir un spectacle, je me coltine le dossier de presse, le dossier artistique. Je vais voir le spectacle qui dure parfois beaucoup trop longtemps, mais je le vois jusqu'au bout. Puis, je reste sur le parvis, je discute avec les spectateurs, je discute parfois avec le metteur en scène ou les artistes. Il m'est arrivé, par exemple, d'expliquer à un homme, parce que j'étais furieuse, que j'avais détesté le spectacle, je suis une fille très spontanée, pour me rendre compte ensuite que l'homme en question était le créateur lumière du spectacle en question, que je ne citerai pas. Et mon amie Mandy m'a laissé à ramer toute seule. Bref. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce métier de chroniqueuse est passionnant, mais qu'il m'apprend énormément sur l'écriture. Mon rédacteur en chef, François Gartner, a un retour critique sur mes papiers et il m'apprend que quand on écrit, on doit avoir un angle. Il m'apprend à faire des titres. Et surtout, il m'apprend à épurer mes phrases. Parce que, voilà, je suis issue de la culture classique et je pense que plus on en fait, mieux c'est. Je me prends pour Proust que je ne suis pas. Il m'apprend à épurer et ça, c'est un service précieux parce que finalement, maintenant, dans mes prias, j'écris au scalpel et à la hache. Et je m'autorise à peine un complément circonstanciel, voyez-vous. Donc j'ai appris à épurer, j'ai appris à travailler vite, j'ai appris à assumer ce que j'écrivais. J'apprends aussi ce que je veux faire vraiment. Et je me rends compte quand même que même si j'adore écrire des chroniques, ce qui me nourrit, mon fantasme absolu, n'est toujours pas nourri et n'a pas abouti. Et donc en 2015, je me remets à écrire. Et j'écris un deuxième roman. Et cette fois-ci, je suis beaucoup moins ambitieuse que pour donner la vie.
Je l'envoie modestement à quelques éditeurs. Je précise éditeur et pas auto-édition. Je ne veux pas, moi, être auto-édité. C'est un choix personnel, j'en parlerai après. Mais voilà, moi je fais le choix d'être édité. Je veux que quelqu'un se mouille pour moi. Je veux que quelqu'un investisse dans un bouquin et croie en moi. Sinon, je passe mon chemin. Et donc, j'écris un bouquin, je n'en parle pas trop, mais c'est vrai que j'entends aussi souvent cette critique de la part de mes amis artistes qui me hérissent un peu. On me dit souvent, Marie, c'est facile de critiquer le travail de l'artiste, mais enfin toi, tu n'en sais rien parce que toi, tu ne crées pas. Tu te contentes de parler du travail des autres. Donc c'est un autre métier, mais tu ne te mets pas en danger. Et ça me fait sourire à double titre. D'abord parce que, c'est la phrase que j'entendais tout le temps de mon grand-père céramiste Roger Capron, qui citait Ingres et qui disait, ouvrez les guillemets, les critiques sont des eunuques qui savent mais ne peuvent pas. Fermez les guillemets. Et 2, ça me frustre parce que je ne suis pas une eunuque. Je sais que je peux. Et c'est juste que pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée à destination. Ce livre s'appellera Chroma. On est en 2016. Il est écrit ce livre. J'en suis contente. On y reviendra. J'ai trouvé un éditeur. C'est formidable. Je reçois le livre imprimé entre les mains. On me fait un vrai contrat, ou du moins ce que je crois être un vrai contrat. Et là, à nouveau, vous l'avez la chanson, je me voyais déjà tout en haut de l'affiche, ça y est, j'étais arrivée, mon nom en 2 fois plus grand s'étalait dans les journaux. Mais malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce que je pensais devenir un succès va finalement s'avérer un flop, un deuxième flop. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 choses que j'ignorais à l'époque, capitales quand on veut écrire un livre, et que je vous révèle mercredi prochain.